Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Loup. Je vous retrouve aujourd'hui pour un hors-série où nous allons débriefer la première partie de saison. Donc dans un premier temps, je vais faire un retour match par match, donc ce sera un petit peu moins long qu'un débrief normal parce que sinon on en a pour des heures. Puis après, je composerai mon 15 de la mi-saison. Donc vous pourrez me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. N'hésitez pas aussi à me proposer votre 15, ça me ferait plaisir de vous lire. Puis après, on fera un petit point un peu plus poussé sur nos recrues et sur les espoirs aussi, parce qu'ils ont joué notamment en Challenge Cup. Donc voilà, et après, on fera un petit point sur la deuxième partie de saison qui arrive pour voir là où on peut potentiellement prendre des points. Donc on commence tout de suite avec la première journée. Donc la saison a commencé très fort, un peu sur les chapeaux de roue, avec une victoire contre le Racing, malgré l'absence en début de saison de Baptiste Couillou. On fait un énorme match dans l'intensité, on prend vraiment le Racing à froid, et on a un peu de la chance de prendre ce Racing à froid en début de saison, parce que vu la suite de la saison du Racing, c'est pas anodin comme performance finalement, donc c'est très bien. On peut s'estimer vraiment heureux de les avoir rencontrés à ce moment-là, puis aussi heureux du match qu'on a fait. Donc ça commence très très fort. Donc voilà, à l'issue de la première journée, on a le Loup qui est leader devant le Stade Français, qui a aussi 5 points, mais qui a moins de points au goal average. Donc après, on passe directement à la deuxième journée. Donc premier déplacement à Montauban. C'est pas chose aisée parce qu'on joue à 15h, donc un peu devant toute la France. Et c'est la première du promu à domicile, donc le retour de Sapiac en top 14. Donc forcément, on est très attendu. C'est un peu, là je vais faire un peu mon Toulousain, mais c'est un peu seul contre tous. Beaucoup de gens veulent nous voir tomber. Mais au final, on assume avec un essai magnifique de Mukoro dans les premiers instants de la partie. Un essai de fou de Vainicolo en deuxième mi-temps où il traverse vraiment tout le terrain. Il part de ses 22, puis après il fait des 4 deb incroyables sur les extérieurs. Donc voilà, au final, on arrive à tenir le match, non sans peine. Je voulais souligner aussi pendant ce match-là la bonne défense de Mathiron. C'était son premier match avec le Loup, et on reviendra sur Mathiron un peu plus tard, mais son premier match avec le Loup en professionnel en tout cas, en tant que titulaire. Donc voilà, très bonne défense de Mathiron qui a vu défendre sur Vici, l'un des, pour moi, des ailiers les plus puissants du top 14 et de la Pro D2 du coup de l'année dernière. Donc très bonne performance. Donc pour un début de saison sans Couillou, c'est vraiment pas mal. Et en tout cas, on était assez satisfait. Et avec cette victoire, le Loup reste premier du top 14, ex aequo avec le Stade Toulousain et la section paloise. Donc c'est plutôt positif. On passe à la journée 3. Donc Lyon recevait le Stade Français pour cette journée. Et pareil, ça commence assez fort, on commence très bien le match. On se retrouve même largement devant, très largement devant même, à la 59e minute. Et au final, on se laisse remonter. Et à la fin, on est à deux doigts de tout perdre en fait. Parce que Carbonel part à l'essai. Et si Méliande, rentré en cours de jeu, ne fait pas une faute d'anti-jeu en fauchant, je crois qu'il le tacle ou je sais pas ce qu'il fait, et il prend un carton jaune, mais s'il le fait pas, Carbonel va marquer un essai et on perd le match. Donc on a commencé à avoir un peu de doute par rapport à ce match-là, mais on a quand même une victoire, et je crois qu'on reste premier du championnat. Je vais aller regarder ça. Oui, du coup, alors, voilà, c'est bon, nickel. Alors oui, du coup, on est deuxième du championnat, mais ex aequo avec Toulon, qui a un plus gros goal average, mais rien de dramatique. Et c'est après que ça se gâte, entre guillemets, même si, comme je disais, on a quand même des doutes contre le Stade Français. À Pau, on l'a évoqué dans la dernière vidéo, donc je vais passer un peu rapidement dessus, mais on a normalement le retour de Baptiste Couillou, qui se blesse assez vite au final. Je crois qu'il ressort au bout de 10 ou 20 minutes. Donc voilà, après on a Cassan qui est obligé d'assumer à sa place. Ouais, c'était Cassan. Donc voilà. Ensuite, match très compliqué, forcément, hein, on perd 40-15. On a aussi perdu Kamisha en avant-match, donc on a Marceline
jeune espoir qui joue aussi avec qui avait joué aussi avec les France U20, qui forcément a dû, qui à la base joue pilier aussi, hein. Il peut jouer pilier, et là il est rentré en tant que talonneur, donc c'était assez compliqué, sachant qu'on avait Sarah Gallet aussi en première, en première titularisation. Donc assez compliqué comme match et on perd 40-15. Donc on se prend la première fessée de la saison. Ensuite, deuxième déplacement de la mort, hein, si j'ose dire, vu que on a là quand même, on a enchaîné Pau et Bordeaux en 2 semaines, donc c'est assez compliqué. Donc au final, on joue plutôt bien ce match, même si on commence très très mal, dans le sens où on prend la marée en première mi-temps. En 20 minutes, il y a quand même 17-0 parce que Jalibert nous laisse dans le match avec des transformations pas réussies. Et au final, on arrive à revenir par l'intermédiaire de Gonzalez. D'ailleurs, énorme match, hein, du numéro 9, Espoir, qui faisait son premier match en pro en tant que titulaire sur ce match-là. Donc énorme performance de Gonzalez qui nous permet de rester dans le match. Il me semble qu'on passe devant à un moment donné. Et au final, il y a une faute cynique de Vainicolo qui nous fait avoir un carton jaune. Et après, les Bordelais nous sortent du bonus par l'intermédiaire notamment de Louis Bielbiarré qui nous remonte tout le terrain et qui nous met la misère comme il fait d'habitude. Donc on prend pas de points sur ce match. C'est vraiment dommage parce qu'on fait pas un mauvais match. C'est pas une fessée comme à Pau où voilà, on n'est pas dedans et on se fait punir. Là, c'est dommage de ne pas prendre de points sur ce match-là. Voilà. Ensuite, Loup Perpignan. Donc Loup Perpignan, on reçoit Perpignan qui n'avait pas pris un seul point du championnat. Ensuite, et du coup, on parvient quand même à prendre le score assez rapidement, mais on a du mal à valider le bonus assez vite. Et donc c'est encore un match sans couillou, donc on a encore du mal à mettre du jeu. Au final, on arrive à prendre le bonus. Mais match quand même, je trouve assez compliqué, pas au niveau du suspense, mais pour aller valider ce bonus, il a fallu quand même qu'on cravache pas mal. Donc voilà, match réussi parce que bon, on prend les 5 points, c'est le plus important. Mais ça reste quand même un match très compliqué. Enfin, très compliqué au niveau du bonus, comme je disais. Ensuite, on se déplace à Montpellier et là, on prend une bonne branlée, encore une fois, vu qu'on prend, attendez, 35-13. 35-13, voilà. On tient en première mi-temps, on arrive à faire des choses pas très propres, on n'arrive pas à imposer notre jeu, mais je dirais qu'on arrive quand même un peu à tenir parce je crois qu'on prend l'avantage même au tout début par le pied. Et puis au final, on a une relance de Ratez qui est alignée en 15 bizarrement. Ça, j'ai toujours pas compris. Ratez, on rappelle que Montpellier est son ancien club, mais Ratez aligné en 15, qui tente de relancer de son embut, mais qui se fait attraper, qui prend un coup de genou, qui sort sur commotion. Donc voilà, vraiment, vraiment dommage. Et finalement, on prend un essai après cette action-là. Donc c'est vraiment dommage sur ce match. Après, je remets pas tout sur Vincent, hein, parce qu'on en prend 35, donc s'il y avait eu que ça, ce serait passé. Mais là oui, pareil, très, très compliqué, très compliqué. Ensuite, à la journée 8, donc là, c'est la première un peu dramatique, on va dire, parce que on perd 36-19 contre La Rochelle, qui vient nous jouer avec une équipe quand même pas mal rodée, et pas mal, un peu jeune, mais quand même très, très expérimenté. Au final, quand on regarde la composition, c'est pas surprenant, avec notamment un essai d'Inashvili qui n'a pas célébré contre nous. Ça, on leur remercie, c'est pas tous les joueurs qui ont cette classe-là. Et donc voilà, on perd sur un lourd score. Et là, on se satisfait de ne pas leur donner le bonus, mais c'est pas du tout satisfaisant pour nos supporters. On perd un match à domicile. Et là, on se fait vraiment, pour le coup, décrocher. Ça veut dire qu'à la journée 8, je vais rechecker le classement, mais à la journée 8, on est 12e. Et en fait, on est un peu remis à notre place à ce moment-là. Et c'est compliqué à vivre pour le groupe et pour Karim Ghezal. D'ailleurs, on a une déclaration de Karim Ghezal dans la presse, en après-match,
où on se dit à ce moment-là qu'il va partir clairement parce qu'il dit qu'il n'a plus le groupe derrière lui, qu'il attend, qu'il ne trouve pas ses cadres et qu'il ne peut pas faire plus. Donc moi, honnêtement, sur ces jours-là, je m'attends à un départ. Au final, on saura plus tard que c'était pour mobiliser son groupe, pour voir qui était avec lui. Il y a plusieurs personnes qui l'ont appelé dans la journée même. Donc voilà, pas de drame sur le plan de l'entraîneur, on y reviendra plus tard. Donc Toulon, ensuite, on va jouer à Mayol. Match forcément très compliqué, sachant qu'on y va aussi avec des espoirs qui n'ont jamais connu Mayol. Il y avait pas mal de gens qui n'avaient pas connu Mayol. Mais quand même, on fait un bon début de match et on est à deux doigts de prendre l'avantage par l'intermédiaire de Vainicolo, qui au final se fait sanctionner d'un carton jaune pour une position de hors-jeu suite à une accumulation de fautes. Et voilà, on prend encore une fois un score très lourd et on envoie nos jeunes au casse-pipe. Donc je ne sais pas s'ils prennent de l'expérience par ça. Justement, notre ancien entraîneur de Toulon, Pierre Mignoni, qui dit qu'on apprend en prenant des branlés 66-0. Bon, pour moi, juste, c'est faire des croix sur des matchs et prendre des branlés, mais bon, c'est son avis, c'est le mien. Ils sont différents. Enfin là, c'était pas vraiment le cas parce qu'on avait quand même envoyé une équipe assez conséquente, mais avec quand même pas mal de gens qui connaissaient pas Mayol, donc c'était assez compliqué. Et au final, on prend un score aussi lourd aussi parce que l'arbitrage n'a pas été optimal. On a Jérémy Rosier, qui a, moi je vais l'assumer, hein, c'est un de mes arbitres préférés en top 14, qui là, je trouve, a été beaucoup trop sévère avec nous. Le jaune de Vainicolo, il doit pas lui mettre. Pour moi, il doit le mettre sur une faute encore après. Donc je trouve que voilà, on est très lourdement sanctionné par l'arbitrage sur ce match-là et que le score est aussi large aussi par l'intermédiaire de l'arbitre. Donc à ce moment-là, c'est la crise. On est 12e, largué et prêt à rien jouer comme d'habitude. Donc ça veut dire rien jouer, pas jouer le top 6, pas jouer le top 8, pas jouer le maintien parce qu'on en a deux qui sont complètement à la ramasse derrière. Mais à ce moment-là, du coup, on perd quand même espoir. Mais on a une réunion abonnée pour la première fois avec Karim Ghezal et son staff qui invite les abonnés à venir échanger et on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc on commence la réunion, ambiance un peu tendue forcément. C'était en novembre, hein, donc entre la journée 9 et la journée 10. Et au final, la réunion commence, il n'y a pas Karim Ghezal, donc je me dis qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et on se dit, s'il vient pas, ça va être compliqué après, quoi. Et puis finalement, Karim arrive avec le sourire et un très bon mood. Moi, je l'imaginais pas trop comme ça parce que c'est vrai que vu ses déclarations dans la presse et vu la moue qu'il faisait sur le terrain après la défaite à Toulon, on se dit que c'était pas forcément une bonne période pour lui. Au final, l'échange se passe très bien. Il nous dit qu'il croit au club et tout. Je pourrais donner plus de détails, mais je ne vais pas le faire ici. Mais en tout cas, un très bon discours. Il croit en le projet, au club. Il nous a présenté un peu l'équipe, la dynamique, son staff. Et donc, voilà, il nous remet dedans en disant qu'on va aller gagner à Clermont, qu'on va aller surprendre Bayonne. Enfin, et du coup, on y croit vachement. Et moi, j'arrive au stade de Gerland contre Clermont pour un derby. On appelle un derby, mais pour moi, c'est pas vraiment un derby. Mais j'arrive confiant et finalement, pour moi, c'est le meilleur match de cette partie de saison. Même avec une équipe remaniée de Clermont, on arrive quand même à leur mettre 43-24. Le seul petit bémol, c'est qu'on ne prend pas de bonus. Mais c'est pas grave, on est relancé. Et ça fait vraiment plaisir de voir le Loup jouer comme ça, sachant que Couillou était revenu à ce moment-là. Puis ensuite, on va à Bayonne. Donc pareil, je me dis que si on perd à Jean Daugé, c'est pas un drame, mais que la dynamique est bonne. Et au final, on fait une très belle performance, une performance magnifique. On perd de 2 points, et c'est dommage, mais on prend un point quand même du coup. Et pour moi, ce qui a pêché sur ce match, c'est aussi l'arbitrage qui a pas été pour moi, enfin qui a été pas trop mauvais dans le jeu globalement. Mais au niveau des touches, on s'est fait siffler des touches pas droites alors que les touches bayonnaises n'étaient pas plus droites que les nôtres. Donc voilà, ça c'est problématique. On a sûrement un arbitre qui a été pris par un petit peu la ferveur de Jean Daugé. Mais du coup, voilà, l'arbitre a pas été très impartial sur la fin. Et c'est un truc que je vais lui reprocher.
Donc je vais terminer sur le top 14 et on reviendra sur la Challenge Cup après parce que suite à Bayonne, on a eu 2 journées de Challenge Cup. Donc ensuite, en journée 12 de top 14, on prend Toulouse à domicile. Et là, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que on a fait tourner en Challenge Cup. Du coup, on attend forcément que contre Toulouse, il y ait une grosse performance. Sachant que Toulouse, ils sont arrivés complètement piqués parce qu'ils avaient pris moins 2 points par la commission. D'ailleurs, entre parenthèses, je trouve que cette décision est un petit peu scandaleuse parce qu'on a quand même une équipe qui n'a pas respecté le fair play financier. Si ça n'avait pas été Toulouse, si ça avait été le Loup, par exemple, je pense qu'on aurait pris une sanction bien plus lourde, comme une relégation ou une interdiction de participation de phase finale ou un retrait de, je sais pas, de 10 points. Je voulais pas forcément que, enfin, je voulais pas que le Stade Toulousain soit relégué, hein. Loin de là, je pense que ce serait pas bénéfique. Mais je pense que voilà, une interdiction de participation en phase finale, moins 10 points, ça aurait été une sanction un peu plus juste et un peu plus élevée, tout simplement, pour dissuader. Là, 2 points de pénalité, ça leur a fait perdre la tête pendant 2 semaines et c'est tout. Enfin bref, je referme la parenthèse. Et donc en plus, Toulouse, à ce moment-là, vient d'être piqué par une défaite en Champions Cup contre les Warriors. Donc voilà, ils sont venus pour en découdre. Dupont est remplaçant. Quand il est rentré, il nous a massacré. Il fait une performance XXL. Et donc au final, on perd ce match sur un énorme score 19-41. Et ça fait très très mal au crâne parce que ça fait du coup 4 défaites de suite, même si c'est la Bayonne, comme je disais, c'est pas que du négatif. Par contre aussi, petite parenthèse sur Mola qui fait la victime en fin de match en disant que tout le monde est contre le Stade Toulousain, que tout le monde leur chie dessus. Enfin, encore une fois, pour moi, j'aimerais bien me faire chier dessus comme ça. Je veux dire dans le sens où pour moi, l'arbitre du soir, je sais plus son nom exactement, je vais vous retrouver ça. Kevin Bralet, pour moi, ce soir-là, il avantage le Stade Toulousain, mais parce que le Stade Toulousain est dans l'avancée, donc forcément, il avantage l'équipe dans l'avancée comme les arbitres du top 14. Mais ce soir-là, il y a clairement, notamment sur le carton jaune de Cretin, j'ai vu des actions similaires où il n'y a pas de jaune. Donc Cretin, voilà, qui fait un en avant soi-disant volontaire sur la ligne des 40 du Stade Toulousain et qui prend un carton jaune. J'ai encore du mal à comprendre, mais c'est pas grave. Enfin bref, pour revenir à la déclaration de Mola, je pense que il n'y a pas de quoi s'affoler côté Stade Toulousain. Mais bon, c'est pas grave. C'est un peu son style, il essaie de motiver ses hommes comme il peut, mais il faudrait qu'il trouve un petit peu d'autres moyens parce que là c'est de la paranoïa, il n'y a personne qui est contre le Stade Toulousain. Les supporters, je pense que voilà, on a tous un grand respect pour ce club. Les arbitres, souvent, sont quand même un peu des fans aussi. Et puis, je ne parle pas non plus de la Ligue qui engage des procédures pour faire play financier, mais qui ne retire que 2 points, alors que la sanction aurait pu être, encore une fois, bien plus lourde. Enfin bref, on referme cette parenthèse. La 13e journée, on se déplaçait pour le Boxing Day à Castres. Donc match pareil, très bien commencé par nos rouges et noirs, de l'intensité. Je tiens à saluer le plaquage énorme de Marvin Okuya sur le 2e essai de Vai Nicolo à la 39e minute. Là, juste énorme. Et au final, c'est une défaite très frustrante parce qu'on ne rentre pas dans la 2e mi-temps. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le vestiaire ou quoi. Mais quand Castres rentre, il nous enfonce toute la 2e mi-temps et donc il repasse devant. Et on perd donc 36-22. Heureusement, il y a Gonzalez qui a réussi à intercepter un ballon et qui est allé marquer. Donc Gonzalez, encore lui, qui enlève le bonus à Castres. Et donc c'est la seule satisfaction qu'on peut avoir de ce match. Mais c'est vraiment une défaite très frustrante. Et au final, le bilan en top 14, il est assez négatif, hein. On a des trop gros trous d'air. On a un manque de caractère sur certains matchs, comme Castres par exemple. Et on perd surtout trop souvent notre charnière, ce qui fait que on perd notre dynamique, mais on n'a pas à être dépendant de joueurs comme ça. Donc le bilan hors Challenge Cup, en tout cas, il est vraiment négatif. Donc on va revenir vite fait sur la Challenge Cup avec un premier match contre Newcastle, perdu 23-14 à la maison. Et une équipe assez remaniée, on va dire, avec notamment Okuya et Barré, donc 2 joueurs de centre de formation. Okuya, on a l'habitude de le voir un petit peu plus
Donc voilà, on ne le présente plus. Mais Barré, voilà, on le présente pendant la réunion abonnée, notamment avec Karim Ghezal, comme l'espoir de sa génération, 17 ans. Voilà, il est lié numéro 8 titulaire, c'est quand même qu'on croit en lui. Et au final, performance assez décevante de l'équipe, totalement dominée par un paquet d'avants anglais. Les Anglais étaient venus de Newcastle, étaient venus avec une équipe clairement pour remporter le match, avec une équipe de gros. Mais en même temps, quand on joue dans un championnat où il n'y a pas de descente à la fin et qu'on est 12e, forcément, on peut se permettre d'aligner des énormes équipes en Challenge Cup pour se redonner de la confiance ou juste aller éclater des petites équipes françaises comme le Loup. Enfin bref, je ne reviens pas plus sur ce match. Voilà, dominé globalement, pas de bonus pris alors qu'on est à la maison. C'est dommage. Ensuite, on est allé jouer chez les Dragons. Donc match pareil, assez compliqué avec une équipe remaniée. Enfin, un match assez compliqué. Pas jusqu'à la 60e minute. Vu qu'on a dominé clairement, il y a 2 cartons jaunes côté Dragons. Pour moi, le numéro 14, Rosser, doit sortir, vu le déblayage de fou qu'il nous fait sur un rug. Il vient écraser la tête. Mais bon, là, pareil, on avait quand même trois arbitres qui étaient en vacances ici, qui n'étaient pas vraiment... qui n'avaient pas l'air vraiment très motivés par le fait d'être là. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Mais et puis en plus, on avait quand même des choix assez surprenants. Donc on avait Tchapchet notamment en numéro 10 et Dumortier en 15. C'est pas des choses qu'on voit souvent. Donc, mais c'était quand même assez sympa ce match. Je trouve que c'était assez dynamique. Je m'attendais vraiment à ce qu'on prenne la marée, mais au final, je trouve que c'était assez dynamique. Sachant que je vais faire un petit aparté sur Diabou. Voilà, donc Dorian Diabou, c'était sa première aussi en pro. Encore un espoir qui joue. Et je l'ai trouvé vraiment bon sur les impacts, même quand il a tenu le ballon. Voilà, après, c'est pas non plus un Vaille Nicolo, mais je trouve qu'il a été assez bon. Donc pour faire le bilan de cette première partie de saison, donc là en Challenge Cup, clairement on a laissé aller, on fait jouer les jeunes. Mais comme disait Karim Ghezal, c'est des jeunes qui ont tellement de potentiel que s'ils ne jouent pas, ils vont partir. Donc en fait c'est un peu une nécessité, c'est un peu entre guillemets diplomatique, même ça leur fait prendre de l'expérience. Parce que c'est pas des matchs comme Pierre Mignoni où il envoie des jeunes à La Rochelle et il dit que ça prend de l'expérience. Pour moi on ne prend pas d'expérience quand on en prend 60 et ça déséquilibre le championnat. Enfin bref. Mais là, on est sur des matchs où on gagne de l'expérience. Et c'est assez important parce que là, on a des équipes qui sont un peu moins fortes. Et au final, voilà, on prend de l'expérience malgré la défaite. Et sachant que le deuxième match, on perd de quelques points contre une équipe qui, hélas, n'avait pas gagné depuis 1 an et demi. Mais encore une fois, pour moi, il doit y avoir une réduction à 14 dès les premières minutes, vu la faute qu'il y a eu. Au final, l'équipe d'en face célèbre comme s'ils avaient gagné la Champions Cup. Mais bon, après, c'était très compliqué dans leur situation, donc je peux comprendre. Les points positifs quand même de ce début de saison, j'en ai pas parlé non plus en top 14, c'est que je pense qu'on a une belle génération qui arrive. On a un coach qui est motivé par le projet. En fait, c'est pas qu'il est motivé par le projet, c'est que j'ai l'impression que le coach fait vraiment partie intégrante du projet. Et c'est ce qu'on a vu en soirée abonnée. Donc voilà, maintenant on a sacrifié la Challenge Cup, donc ça va nous laisser un peu plus de temps, même si c'est pas complètement mort, mais on verra ça. On en parlera notamment lors d'une prochaine vidéo que je ferai sur le Loup qui sera en déplacement sur les Lions à Johannesburg. Donc voilà, sur le bilan de ces 15 matchs, si on veut revenir au niveau des chiffres, ça fait 10 défaites et 5 victoires, donc assez compliqué. Mais si on n'est qu'en Challenge Cup, ça fait 8 défaites en 13 matchs. Donc 7 matchs à l'extérieur contre 6 à domicile. On a beaucoup joué à l'extérieur, donc ça ira mieux, ça justifie pas tout, mais ça ira mieux en deuxième partie de saison, vu qu'on aura un match en plus à domicile. Mais il faudra quand même aller gagner à l'extérieur et on va regarder ça tout à l'heure sur les matchs qui nous restent. Donc mon 15 de la saison, on va partir sur Moukoro en premier pilier numéro 1, mais il y a un gros fight avec Kabesh parce qu'il y avait aussi pour moi une première partie de saison assez dingue.
En talonneur, je vais mettre Chat sans hésiter. Pour moi, c'est le meilleur talonneur qu'on ait. Marchand est derrière, mais pas très loin. Puis après, ça a régalé. Il faut encore qu'il prenne le temps de s'habituer. Marceline, pareil, faut qu'il se finisse de se former. Ensuite, le numéro 3, Apsuri, est vraiment très en forme en ce début de saison. Encore 70 minutes l'autre jour contre Pau. Mais dommage que Gomessa ne joue pas plus. Voilà, il n'est pas très souvent titulaire, mais je le trouve quand même excellent quand il rentre. En numéro 4, j'ai mis en deuxième ligne, du coup, j'ai mis William. Même s'il y a un gros fight aussi avec Félix Lambé, qui est toujours là, capitaine courage quand Couillou n'est pas là et qui se bat toujours. Mais je trouve que William a plus apporté, notamment par sa capacité, par exemple, à prendre des responsabilités malgré son jeune âge, en touche, notamment contre Bordeaux. Guillard en numéro 5, du coup, la deuxième ligne. Voilà, je le trouve assez bon, surtout au niveau du plaquage. Je trouve qu'il est assez bien revenu. Pour moi, il est moins fringant que la saison dernière. Et il a été pas mal aussi impacté physiquement par la tournée en Nouvelle-Zélande et puis après par le match contre l'Afrique du Sud avec les Bleus. Mais voilà, je le trouve toujours aussi énorme. Pour moi, c'est notre meilleur plaqueur et c'est celui qui a le plus d'impact, en tout cas dans l'avancée chez les deuxièmes lignes et même chez les troisièmes lignes. Ensuite, Cretin en numéro 6, toujours pareil, très bon en touche. Sur la première partie de saison, on gagne, on lui doit aussi beaucoup. Jvan Guiradze en numéro 7, troisième ligne L, parce que comme je disais l'autre jour, il a pris un énorme volume de jeu et je le trouve voilà, stratosphérique sur ce début de saison, même si un peu trop pénalisé. Simons en numéro 8, je pense que voilà, avec ça on se pose pas. Il me semble que sur les 13 premiers matchs, sur les 12 premiers matchs de top 14, il est titulaire 10 fois et il rentre 2 fois. Donc un incontournable, clairement. Et des cannes de feu. Donc très content de l'avoir dans l'équipe, une très bonne recrue. Couillou en numéro 9, même si Cassan a fait le taf. Mais Couillou, quand il est là, il a quand même toujours ce côté un petit peu magique. Cassan a fait le taf, je trouve, en remplaçant. Puis Gonzalez, c'est vraiment un très bon espoir. Mais pour le moment, ils ont tous les deux pas encore le niveau. Bon, chacun a sa marge de progression, hein, mais ils n'ont pas encore le niveau pour moi pour rivaliser vraiment avec Couillou et pour aller prendre cette place de numéro 1. BR2 en numéro 10, parce que voilà, je trouve qu'il a quand même tenu la baraque. Après, voilà, pareil, quand Couillou est là, il est un peu mieux. Mais je trouve que voilà, BR2 a tenu la baraque en ce début de saison. C'était plutôt pas mal, même si au pied, des fois, il manque un peu de réussite. Mais enfin, disons que il a eu tellement de réussite par le passé, il y a une ou deux saisons, qu'on en attend beaucoup de lui. Maintenant c'est comme ça et je l'ai trouvé quand même plutôt bon. Dumortier en ailier. Premier ailier parce que voilà, je trouve que Ethan est vraiment bien revenu. En plus, il a su faire preuve de polyvalence en passant en 15 contre les Dragons notamment. Millet en premier centre parce que tout simplement en fait, on n'a que lui à faire jouer en 12. C'est lui qui joue quasiment tous les matchs en 12. On sait que Massy peut passer aussi en 12, mais Millet, je trouve qu'il fait vraiment un gros travail malgré des fois un peu des irrégularités, mais un peu à l'image du groupe. Ensuite, en 13, je vais mettre Maracou. Il y a un gros fight aussi avec Massy, parce que Massy a fait preuve de polyvalence. Mais pour moi, Maracou reste toujours un élément central et essentiel de notre ligne de 3 quarts. Et puis ensuite, en 14, impossible de contester Vain Nicolo, qui est pour moi la meilleure recrue que le Loup ait faite, même sur ces dernières années finalement, parce que voilà, Vain Nicolo, juste énorme. À peu près je crois 10 essais alors qu'il n'a pas joué tous les matchs et donc c'est assez incroyable parce que souvent ils font des essais à partir de rien et c'est pareil, c'est incroyable de l'avoir dans l'équipe, de l'avoir recruté. En 15 j'ai mis Chapchet, donc là je pense qu'il y aura aussi débat, mais pour moi Chapchet il a fait des très bonnes performances quand il est rentré, il a su faire preuve de polyvalence en jouant en 10 et il est en concurrence du coup avec Martin Méliande, mais Martin Méliande il a plus ce côté d'être sur le banc parce qu'il peut à la fois couvrir le poste du 10 et le poste du 15. Donc voilà, pour moi, Méliande est très bon, mais c'est pas encore imposé. Et pour moi, il est meilleur en 10. Aussi, du coup, là, forcément, la grosse concurrence avec Gamalor, notre recrue. Mais Gamalor, pour le moment, pour moi, n'a pas eu réellement... il a eu l'occasion, mais il s'est pas réellement imposé.
comme un incontournable de cette équipe. J'espère que ça viendra. Donc voilà, pour faire un petit bilan sur les recrues, j'en ai déjà pas mal parlé, donc on va aller très vite. Nicolo, stratosphérique. Diabalor, encore un peu dans le mal, entre guillemets. Mukoro, énorme aussi. Très bonne recrue. Sarah Gallet, assez compliqué aussi. Franchement, il a du mal à s'imposer. Quand il rentre, c'est compliqué. Simons, stratosphérique. Vraiment, un très très bon mercato. Mathiron, je le compte comme une recrue, mais finalement, il était quand même au Loup. En espoir, il est quand même parti 1 ou 2 ans, je crois, une ou deux saisons à Nevers, puis il est revenu de son prêt. Maintenant, je le compte comme un espoir. Je trouve qu'il a du mal à s'imposer quand il joue, malgré quelques 2 essais, je crois, 2 essais en 2 matchs en Challenge Cup, mais compliqué. Puis il faut savoir aussi que Mathiron a été mis dans une liste des joueurs préservés pour les JO 2028 à Los Angeles pour le rugby à 7. Donc voilà, il y aura cette perspective assez intéressante à 7. Parce qu'on sait qu'on est quand même à la peine sur ce point-là. Donc sur nos espoirs, Gonzalez, énorme, il continue à prendre du temps de jeu. C'est un très très bon élément. Mine de rien, avec son petit gabarit, il arrive à se faufiler un peu partout et il commence vraiment à prendre du volume. De Lyons qui a joué contre La Rochelle en 3e ligne L, donc, qui n'est pas le poste le plus simple, a assez bien assumé. Il n'a pas fait entre guillemets de vagues dans le sens où il ne nous a pas impressionné par des percées ou des choses comme ça, mais je trouve qu'il a vraiment tenu son rôle, tenu son poste, donc c'était assez intéressant. Barré, pareil, on nous l'a annoncé comme un gros joueur. Il est très bon, surtout qu'il faut se rappeler qu'il n'a que 17 ans. Donc voilà, c'était assez encourageant en tout cas sa performance en Challenge Cup. Sanson, pareil, il a fait 2 entrées en Challenge Cup, je crois que c'est 17 ans aussi, Sanson. Très grand, 2e ligne, et pareil, très très bon joueur. Donc très content de l'avoir dans l'équipe. Marceline continue à prendre aussi un peu de temps de jeu à droite à gauche. C'était plutôt pas mal. Donc j'espère qu'ils vont tous continuer un peu leur parcours. Et Diabou, on l'a vu que contre les Dragons et c'était plutôt très bon. Et puis le poste d'ailier, forcément, c'est un poste où physiquement il y a un peu moins besoin du développement, en tout cas de la masse musculaire, même s'il y a toute une maturité physique et mentale à avoir. Mais du coup, ça lui permet aussi de faire un match complet. Et je trouve que c'est très bien aussi de l'avoir dans cette équipe-là. Sachant aussi que en ce début de saison, on a eu le départ de Jean-Jean Bachère, donc juste après la réunion abonnée, juste avant Clermont. Et donc voilà, Jean-Jean Bachère a un bilan pas très très positif avec le Loup. On n'en parlera pas plus, mais voilà, ça laisse un peu la main libre à Karim Ghezal, donc c'est du positif. En tout cas, on lui souhaite une bonne continuation. Et voilà, donc pour la deuxième partie de saison, donc déjà une grosse victoire contre Pau, donc ça donne envie d'y croire. On va pas revenir dessus. Donc le Racing, voilà, comme je le disais, c'est une de nos chances d'aller chercher des points. Parce qu'après on a La Rochelle et ça tombe juste avant la période de trêve, donc ça va être très très compliqué parce qu'ils vont vouloir faire un énorme match à De Flandre. Lyon-Montauban, ce sera 5 points obligatoires. Voilà, je veux rien savoir là-dessus. 5 points obligatoires, sinon on n'est pas là pour jouer le top 14. Ensuite, on a 2 semaines de récup. On rencontre Toulon suite à ça, qui sera sûrement remanié, et qui peine à l'extérieur. Donc voilà, prendre les 5 points contre Toulon, ce serait incroyable. Mais déjà, il faudra aller prendre les 4 points. Ensuite, on ira jouer à Perpignan. Donc là, pareil, il faudra être vraiment sans pitié. Il ne faut pas qu'on les relance. J'espère que d'ici là, ils auront un petit peu rechuté de niveau parce qu'en ce moment, c'est juste très bon. Ils viennent de battre Toulouse à domicile. Donc j'espère qu'on ira chercher des points là-bas et pas que 1. Donc on croise les doigts. Lyon recevra ensuite l'UBB. Donc là, pareil, il ne faudra pas leur laisser de points. Il faudra prendre les 4 points minimum et essayer de les contenir en espérant qu'ils ne viennent pas jouer avec une trop grosse équipe. Et sinon, il faudra faire en sorte que ça passe. On jouera ensuite à Clermont. Donc là, je pense qu'on peut faire un peu une croix sur ce match parce que ça va être compliqué de gagner au Michelin. Je crois qu'on n'a jamais gagné au Michelin. Et c'est pas cette année pour moi qu'on a une équipe pour le faire. Donc il faudra peut-être faire une croix sur ce match-là, même si ça peut être une motivation. Je sais que Karim Ghezal aime bien ce genre de challenge. Donc ça peut être une motivation, mais pour moi, j'y crois pas trop honnêtement. Lyon-Castres, pareil, faudra
il faudra les péter, il faudra les exploser parce que il n'y a pas le choix. Stade Français Loup, pareil, compliqué, ça me paraît très compliqué cette année, c'était déjà compliqué l'année dernière. Mais c'est pas impossible. Après, cette année, le Stade Français est très en forme et il ira sûrement, on sera dans les dernières journées, hein, top 14, sur les 4 dernières journées, donc aura plus la Coupe d'Europe, je pense, et il ira sûrement jouer très très fort pour sa qualif. Donc voilà, ensuite Loup-Bayonne, il faudra être sans pitié, surtout vu comme ils nous ont battus à l'aller, il faudra être sans pitié et les battre. Toulouse-Lyon, pareil, on peut faire une croix dessus. Si Toulouse, en plus, n'a pas gagné la Champions, ils ont renvoyé la grosse équipe. Ce sera la dernière de la saison, normalement à Vallon, donc voilà, je pense qu'on peut faire une croix sur ce match, on peut la faire un peu à la Mignoni. Lyon-Montpellier, il faudra être sans pitié, ce sera la dernière journée. Et si on veut aller chercher quelque chose, ne serait-ce qu'un top 8, il faudra tout donner. Pour la Challenge Cup, donc on part à Johannesburg jouer contre les Sudaf. Je vous ferai une petite vidéo sur le sujet. Et puis après, on reçoit Trévise, donc ça va être compliqué. C'est une des meilleures équipes d'Italie. Après, on se dit, voilà, il faut jouer la qualif et tout, mais à quoi bon finalement se qualifier pour tout jouer à l'extérieur, si ce n'est encore refaire jouer nos jeunes sur un match à l'extérieur. Mais voilà. Pour la Challenge Cup, je ne suis pas très optimiste et je pense que j'ai raison de ne pas l'être. Donc voilà. Au final, donc, je pense qu'il y a quand même de quoi rester positif par contre en top 14, au moins pour aller chercher une 8e place. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires avec votre 15 notamment et avec votre avis sur le début de saison. Et surtout si j'ai oublié des éléments qui vous paraissent importants sur ce début de saison, je serai très heureux d'échanger avec vous. Et donc voilà, je vous dis ciao et à la prochaine.